Les derniers événements en Afrique sont un terrible gâchis. Le putsch militaire au Niger a des implications beaucoup plus dramatiques qu'une simple prise de pouvoir par la force par une junte militaire. Alors oui, le Niger avait beau être l'un des pays les plus pauvres du monde, il n'en demeurait pas moins une démocratie fonctionnelle et exemplaire dans la région sahélienne. Face à la menace djihadiste qui sévit, le gouvernement renversé n'avait pas hésité une seconde à solliciter le soutien militaire et humanitaire de la communauté internationale. C'est comme ça que l'Occident, et notamment la France, étaient devenus des partenaires indispensables du Niger dans la lutte antiterroriste et de la stabilisation sécuritaire de la région. Mais fin juillet, le gouvernement est renversé. La nouvelle junte militaire réclame toujours une aide internationale, mais elle souhaite changer d'alliance. La junte nigérienne demande l'aide du groupe russe Wagner alors qu'elle fait face à une menace d'intervention militaire. Alors cette nouvelle, elle est à prendre avec des pincettes. On y reviendra plus tard, car c'est plutôt une prise de contact que l'annonce officielle d'un partenariat. Bref, cette intervention militaire de la CEDEAO, elle n'est pas du tout liée à une initiative occidentale, ou en tout cas pas directement. C'est la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui refuse de tolérer un nouveau coup d'État militaire dans la région, après ceux de la Guinée-Conakry et du Mali en 2021, puis du Burkina Faso en 2022. La CEDEAO exige le retour au pouvoir de Mohamed Bazoum à la présidence du Niger. 10 août 2023, crise au Niger. La CEDEAO active sa force en attente. L'organisation a ordonné le déploiement de sa force en attente pour rétablir l'ordre constitutionnel, a déclaré son président à l'issue d'un sommet à Abuja. Une éventuelle intervention pourrait dégénérer et embraser le reste de la région sahélienne, au-delà du Niger. D'ailleurs, voici ce qu'en pense le porte-parole de la junte militaire, le colonel Amadou Abdraman. Un prédéploiement des forces devant participer à cette guerre est entamé dans 2 pays de l'Afrique centrale. Face à la menace d'intervention qui se précise à travers la préparation à partir d'un pays voisin, l'espace aérien nigérien est fermé à compter de ce jour. Abdraman n'a pas hésité à accuser une puissance étrangère d'avoir fomenté et préparé une attaque contre le Niger. Bien sûr, il parle de la France, l'ancienne puissance coloniale. En fait, la junte militaire a rompu tous les accords militaires du Niger avec la France. Catherine Colonna, la ministre française des Affaires étrangères, a déclaré qu'il fallait prendre très au sérieux la menace d'une intervention militaire de la CEDEAO. Emmanuel Macron, lui, a été très actif en coulisses, appelant même plusieurs fois le président déchu par téléphone dans la foulée du putsch. Mais il ne peut pas s'en mêler publiquement parce que la posture française est très délicate. En tant qu'ancienne puissance coloniale, Paris ne peut pas donner raison aux putschistes qui l'accusent d'ingérence. Donc, ce coup d'État, pourquoi est-ce qu'il a eu lieu? Et quel est le risque d'un dérapage qui plongerait toute la région dans une guerre meurtrière? Évidemment, on est forcé de commencer avec le chapitre Histoire. La dernière démocratie au Sahel. Le Sahel, c'est une étroite bande de terre au sud du désert du Sahara et d'une extrême pauvreté. Au centre du Sahel, il y a 4 pays, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad. Et ces États, ils ont tous 3 points en commun. 1. Ce sont des enclaves, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'accès à la mer. 2. La langue principale, c'est le français, en tout cas pour l'échange entre les ethnies et l'administration centrale. Et finalement, c'est que la majorité de la population est musulmane. Ah non, j'allais en oublier un dernier, parce que tout récemment, les 4 sont dirigés par une junte militaire suite à un coup d'État. La 7e République du Niger n'est plus. Et ouais, depuis son indépendance de la France en 1960, chaque république a duré en moyenne 9 petites années. Clairement, la stabilité n'est pas la caractéristique principale de la vie politique nigérienne. Sauf que depuis 2010, la situation semblait s'être stabilisée. Le président Mamadou Tandja, qui avait été élu démocratiquement, était en train de dériver vers un régime autoritaire. Du coup, il fut renversé par l'armée qui réussit quant à elle à amorcer une transition démocratique avec l'appui de la communauté internationale. Une nouvelle constitution fut adoptée. La 7e République était née. Après 2 mandats et 9 années de présidence du Niger, Mahamadou Issoufou cède le pouvoir à Mohamed Bazoum dans le cadre de la première transition démocratique du pays.
Et alors que la démocratie nigérienne s'épanouissait, le djihadisme ravageait le reste du Sahel. En même temps, le faible accès à l'éducation, la précarité alimentaire, l'insécurité ont fait de la région un terreau très fertile pour l'ancrage du fanatisme religieux. Pour beaucoup des habitants du Sahel, le djihad est la seule voie pour espérer une meilleure vie, ou le cas échéant, une meilleure vie dans l'au-delà. L'alternative, c'est une vie de privation et de misère liée à une agriculture de subsistance, activité à laquelle s'adonnent d'ailleurs plus de 80% des Nigériens et des Nigériennes. Près de la moitié de la population du pays vit sous le seuil de pauvreté extrême. Et malheureusement, la 7e République du Niger n'a pas réussi à résorber le phénomène. Et la situation était quasiment identique chez ses voisins, le Mali et le Burkina Faso. Les coups d'État au Mali en 2021 et au Burkina en 2022 ont laissé place à une junte militaire brutale qui se maintient au pouvoir sous prétexte de lutter contre le djihadisme. Sauf que si vous regardez cette carte, élaborée par Stratfor, une entreprise privée états-unienne de renseignement, vous vous rendrez compte qu'il y a quelque chose qui cloche. En fait, elle recense les incidents violents au Sahel entre août 2021 et août 2022. La vague de violence qui submerge la région ces 2 dernières années, c'est justement la guerre contre le djihadisme qui l'a déclenchée. En 2022, les victimes du djihadisme ont augmenté de 75% pour atteindre les 10 000 morts. Le chaos règne. La junte militaire malienne se tourne alors vers la milice paramilitaire privée Wagner. Au Burkina Faso, la junte ne contrôle que 40% de son territoire. Au Niger, la situation, elle est pas si grave, même si les groupes djihadistes qui dévastent le Mali et le Burkina Faso sont aussi présents sur le territoire national. Ces groupes, ils revendiquent une affiliation à Al-Qaïda ou à Daesh. Et près de sa frontière avec le Nigeria, les attaques de Boko Haram et de l'organisation État islamique se multiplient. Sauf que contrairement au Burkina Faso et au Mali, ces dernières années ont été moins meurtrières au Niger. Et pourquoi donc? Eh bien, grâce à l'approche du président Issoufou et de son successeur depuis février 2021, Mohamed Bazoum. Et ouais, Issoufou avait su mettre fin aux rébellions Touareg dans le nord du pays, traitées à tort comme liées au djihadisme, et lui et son successeur ont su inclure des personnalités Touareg dans les cercles du pouvoir. Une approche qui différait de celle de ses homologues burkinabés et maliens en plusieurs points. Premièrement, l'aide militaire occidentale, essentiellement celle fournie par la France et les États-Unis. Ensuite, l'amélioration des services de l'État dans les zones les plus défavorisées. Et finalement, d'autres initiatives si contraires à la guerre contre le terrorisme qu'elles ont suscité énormément d'incompréhension. Niger, Mohamed Bazoum libère les terroristes en vue d'ouvrir le dialogue. Bazoum a mis en place un plan de démobilisation qui promettait de réintégrer dans la société les djihadistes qui déposaient les armes. Rien de plus simple, une trêve et le dialogue, la liberté contre la paix. Alors c'est sûr que du point de vue occidental, ça doit paraître très choquant. Après tout, on l'a toujours dit, on ne négocie pas avec les terroristes. En tout cas, pas publiquement. Parce que tout simplement, c'est une invitation au chantage. Ils exigeront toujours des concessions. Mais au Niger, le rapport de force entre l'État et les groupes terroristes est très différent du nôtre. Les forces conventionnelles ne sont pas du tout aussi bien entraînées et équipées. Donc, en cas d'affrontement, ça tournerait très rapidement au désastre. En premier lieu, pour la population civile. Ça force les belligérants à explorer d'autres pistes, dont celle du compromis. Sauf que cette main tendue, certains la voient comme une trahison, comme un signe de faiblesse. Et c'est précisément ce qui explique le coup d'état du général Omar Tiani qui l'a justifié au nom de la lutte contre le djihadisme et de la détérioration sécuritaire. Non, nous ne pouvons plus continuer avec les mêmes approches jusqu'ici proposées au risque d'assister à la disparition progressive et inéluctable de notre pays. Cette excuse, c'est la même que les juntes maliennes et burkinabés avaient utilisée pour justifier leur propre coup militaire. Mais c'est pas assez pour expliquer un revirement total de la politique sécuritaire du pays. Doit y avoir anguille sous roche. Déjà, des rumeurs couraient sur le général Tiani, comme quoi il allait être démis de ses fonctions. Et il semblerait que ces rumeurs, elles soient vraies. D'ailleurs, un petit indice qui va dans ce sens, c'est que c'est la propre garde présidentielle qui a réalisé le coup d'état en prenant en otage le président Bazoum. Le reste de l'armée n'a clarifié sa position que 2 jours plus tard, une fois que le putsch a été acté.
L'armée nigérienne soutient un coup d'État contre un dirigeant pro-occidental pour empêcher un bain de sang. Mais bon, ça sert à rien de ressasser le passé. Les faits sont là, le président démocratiquement élu est tombé et l'espoir d'un apaisement dans la région est fini. Une nouvelle junte militaire est au pouvoir, que ce soit par appât du gain ou par réelle conviction patriotique. Sauf que pour une fois, la communauté des États africains ne s'est pas contentée de prendre acte. Cette fois-ci, la CEDEAO a déclaré que c'était le putsch de trop, qu'il était temps de rétablir la démocratie au Niger. Et on a intérêt à prendre ces menaces au sérieux, parce que ce n'est pas son premier tour de manège. Les échos de la guerre. La CEDEAO, c'est une organisation de 15 pays d'Afrique de l'Ouest et de laquelle le Niger est membre. Le but premier de cette organisation, c'est de former un bloc économique régional pour stimuler le commerce entre les pays membres. Sauf que ces 30 dernières années, la CEDEAO a déjà mobilisé des troupes dans le cadre de missions de paix pour stabiliser la Sierra Leone, la Guinée-Bissau, la Côte d'Ivoire, le Libéria et le Mali. Mais c'est en Gambie que s'est déroulée sa dernière intervention en 2017. Après 2 décennies au pouvoir, Yahya Jammeh hésitait à abandonner le pouvoir et à le remettre à Adama Barrow qui avait remporté l'élection présidentielle. La CEDEAO forma alors une coalition de troupes sénégalaises, ghanéennes et nigérianes pour forcer Yahya Jammeh à démissionner après une expédition éclair de 3 jours. La démocratie fut alors restaurée en Gambie. Sauf que le Niger, c'est pas du tout la Gambie. Son territoire, il est 100 fois plus vaste et son armée, elle est plus grande, mieux équipée et surtout, elle a été entraînée par la coalition occidentale. Une intervention militaire serait donc complexe et impliquerait des risques beaucoup plus importants. Le premier, ce serait de mettre en péril la vie du président Bazoum, qui n'est pas en exil mais retenu en otage par les putschistes. D'après des responsables occidentaux, la junte nigérienne a averti qu'elle tuerait les présidents déchus suite à toute intervention militaire. Alors pourquoi la CEDEAO a-t-elle réagi avec autant de fermeté et de détermination face au coup d'État au Niger? Pourtant, dans la foulée des putschs au Mali et au Burkina Faso, elle s'était contentée de marquer sa désapprobation et d'appeler au retour au calme et au respect des institutions démocratiques. Même que le 22 juillet de cette année, la CEDEAO venait de célébrer l'adoption par la junte malienne d'une nouvelle constitution qui devrait marquer l'avènement de la 4e République malienne. En fait, la junte militaire à Bamako prévoit un chronogramme pour le retour à un fonctionnement démocratique au Mali. Reste à savoir s'il sera respecté. Donc pourquoi est-ce que la CEDEAO n'a pas fait pareil avec le Niger ? Mais la clé pour comprendre cette attitude beaucoup plus stricte, c'est un individu en particulier, Bola Tinubu. Il est, depuis mai, le président du Nigeria. Et depuis début juillet, il assure aussi la présidence tournante de la CEDEAO. Et voici ce qu'il a dit lors de son discours d'investiture. We will not allow coup after coup. West Africa's president. Dans son discours, il a aussi défendu le respect des valeurs démocratiques, les libertés individuelles et l'état de droit. Un message fort adressé à la CEDEAO, mais aussi au reste du continent africain et à la communauté internationale. Sa crédibilité repose sur le poids immense du Nigeria qui, aux côtés de l'Égypte et de l'Afrique du Sud, est l'une des 3 grandes puissances africaines. Donc, ce que le Nigeria dit, la CEDEAO doit le faire. Donc, à cause du coup d'État au Niger, le Nigeria craint une aggravation de la spirale de violence dans la région et un enracinement des mouvances djihadistes. Et puis, Abuja, la capitale du Nigeria, se sent tenue d'assumer son statut de puissance régionale et de rétablir l'ordre. Et puis, niveau timing, ça pouvait pas mieux tomber. Le putsch au Niger a eu lieu seulement 3 semaines après le discours de Tinubu. C'est pourquoi, même si la CEDEAO a annoncé privilégier une issue diplomatique, elle poursuit la préparation d'une force d'intervention. C'est la crédibilité de Bola Tinubu qui est en jeu. Les contingents de la CEDEAO pour l'invasion du Niger pourraient s'élever jusqu'à 25 000 soldats. À lui seul, le Nigeria constituerait plus de la moitié des effectifs de la force d'intervention. Le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Bénin ont aussi confirmé qu'ils mobiliseront des troupes. Et puis il faut pas oublier qu'il y a 2 autres pays qui ont une importante présence militaire sur le terrain, les USA et la France. Les putschistes ont d'ailleurs fait de la France le bouc émissaire de tout ce qui va mal dans la région. La France qui, il est vrai, a longtemps été la puissance coloniale.
Les putschistes ont donc encouragé les assauts par la population civile contre l'ambassade de France, qui a été forcée d'évacuer une partie de ses ressortissants. La junte a aussi accusé Emmanuel Macron d'avoir libéré des terroristes pour sciemment déstabiliser le pays. Des accusations qui ont été rejetées. Alors on vous épargne les images du stade plein à craquer avec tout plein de partisans et dans lequel le drapeau français a été brûlé et des coqs aux couleurs de la France ont été décapités. Bref, le rejet qu'inspire la France en Afrique subsaharienne, on en a déjà parlé dans cette chaîne à plusieurs reprises. Et l'influence russe et ses opérations de désinformation y sont pour beaucoup. Et bah aujourd'hui, la France dispose à Niamey, la capitale du Niger, d'une base militaire permanente avec des chasseurs, des drones et près de 1500 soldats. Tout ça dans le cadre évidemment d'un accord de coopération militaire entre la France et le Niger. En fait, la présence militaire française au Sahel remonte à l'opération Serval en 2014, déclenchée par François Hollande et qui est ensuite devenue l'opération Barkhane. Elle visait à neutraliser la menace djihadiste. Puis, dès son élection en 2017, Emmanuel Macron déploie des renforts dans le cadre de la mission de stabilisation du G5 Sahel, d'où la présence d'une base militaire française au Niger. Surtout qu'elle a accueilli les troupes françaises évacuées du Mali après que Bamako ait réclamé leur départ. Alors justement, la France, elle a annoncé qu'elle soutiendrait les efforts de la CEDEAO pour rétablir l'ordre constitutionnel et ramener Bazoum au pouvoir. Par contre, c'est très peu probable que la France s'en mêle militairement, car elle préférerait ne pas mettre en danger l'accord militaire qui lui permet de maintenir sa base au Niger au cas où la junte parvenait à se maintenir au pouvoir. Surtout que Paris a de gros intérêts dans le pays. Niger, accord signé avec le français Orano pour l'exploitation des gisements d'uranium jusqu'à 2040. Et ouais, le Niger est le 3e fournisseur d'uranium de la France depuis des décennies. Ensuite, l'autre pays qui a des troupes au Niger, ce sont les États-Unis. Au total, plus d'1 millier de soldats US y sont déployés, mais le gros de leur force est dédié à la surveillance par drone et réalise ponctuellement des frappes stratégiques. D'ailleurs, la Maison-Blanche, elle parie tout sur une résolution diplomatique du conflit. Les dirigeants de chute du Niger affirment qu'il est pris en otage et exhortent les États-Unis à mettre fin au coup d'État. Alors qu'il est retenu en otage, l'ancien président a réussi à faire fuiter une lettre écrite de sa main au Washington Post et dans laquelle il appelle ses alliés à intervenir. C'est un peu dur de comprendre les conditions de sa détention parce qu'il a quand même réussi à s'entretenir avec Macron, avec qui il s'entend très bien, avec Blinken, le secrétaire d'État US, avec Charles Michel, le président du Conseil européen et Joseph Borrell, le vice-président de la Commission européenne. Ceci dit, ni Washington ni Bruxelles ne sont parvenus à faire progresser les négociations avec la junte militaire. La sous-secrétaire d'État US, Victoria Nuland, a tout de même fait un petit tour à Niamey le 7 août. Elle n'a pu rencontrer aucun membre de la junte, mais elle s'est tout de même entretenue avec le nouveau chef d'état-major, le général Moussa Barmou. C'est tout de même un petit geste. Mais les putschistes, ils ont refusé catégoriquement d'accueillir une délégation tripartite composée de représentants de la CEDEAO, de l'Union africaine et de l'ONU. En fait, la junte et ses nouveaux alliés ont une vision très claire de l'avenir du Niger et de la place qu'ils aimeraient le voir occuper dans la région. Les tambours de la guerre, les bruits des bottes. En fait, la feuille de route des putschistes maliens, burkinabés et dorénavant nigériens est tout ce qu'il y a de plus classique. Déjà, on commence par s'en prendre à l'ancienne puissance coloniale en l'accusant de tous les maux. Dans le cas du Mali, par exemple, ils ont supprimé le français de la liste des langues officielles du pays. Puis, Bamako et Ouagadougou ont toutes les deux expulsé les troupes françaises qui se trouvaient sur leur territoire. Donc, la prochaine étape que le Niger devrait normalement suivre, c'est l'établissement de nouvelles alliances. Et évidemment, même si ça n'a pas encore été officialisé, on a déjà des pistes. Les tailleurs nigériens se précipitent pour fabriquer des drapeaux russes après les coups d'État. À présent, la frange sahélienne compte une série de régimes militaires antidémocratiques, anti-occidentaux et donc alignés sur Moscou. Ceci dit, il n'y a aucune preuve d'une quelconque ingérence russe au Niger, ni directement du Kremlin, ni à travers Wagner. Le coup d'État, il s'est fomenté en interne. C'est en tout cas ce qu'Anthony Blinken, le secrétaire d'État US, affirme. En revanche, dès la concrétisation du putsch, Moscou et Wagner se régalent, prêts à festoyer tels des vautours sur la carcasse de la démocratie nigérienne.
Rappelez-vous qu'avant la mutinerie de Prigojine, le Kremlin l'employait pour promouvoir ses intérêts en Afrique. Wagner était une arme diplomatique redoutable. C'est comme ça que Moscou a réussi à tisser des liens avec le Mali et la République centrafricaine, de fidèles clientes de Wagner. En échange de la sale besogne, qui est laissée aux soins de la milice paramilitaire, Poutine s'assure du soutien et de la loyauté de ces régimes dictatoriaux pour saper l'influence occidentale sur la région. Poutine, il a vu en Afrique une opportunité d'échapper aux sanctions occidentales et de se faire de nouveaux alliés, tout en garantissant un approvisionnement régulier en matières premières. En atteste son sommet Afrique-Russie fin juillet à Saint-Pétersbourg. D'ailleurs, on voit bien l'importance des relations entre les juntes militaires et Moscou quand on regarde les VIP qui ont fait le déplacement. 17 chefs d'État, parmi lesquels le capitaine Traoré du Burkina Faso et le colonel Assimi Goïta du Mali, mais point de Mohamed Bazoum, en représentation du Niger, vu qu'il était aux arrêts. Il y avait aussi le président égyptien Al-Sisi, le sénégalais Macky Sall, le congolais Denis Sassou Nguesso et l'ougandais Yoweri Museveni. Bref, des vrais démocrates. Tout indique que la Russie a encore de beaux jours devant elle en Afrique et que Wagner poursuivra ses opérations sans encombre. D'ailleurs, on vous l'a dit en début de vidéo, la junte militaire nigérienne aurait selon certaines sources déjà pris contact à Bamako avec un représentant de Wagner. Ça tombe bien, depuis qu'ils sont en Centrafrique, au Mali et au Soudan, ils ont pris le contrôle des mines d'or et de diamants. Et qu'est-ce que le Niger peut apporter aux Russes? Bah, la même chose qu'à la France, c'est-à-dire l'uranium. Si la Russie parvenait à priver la France de l'une de ses principales sources d'approvisionnement en uranium, ce serait un magnifique doigt d'honneur du Kremlin aux Européens. Surtout si c'est pour revendre à la France l'uranium enrichi, comme on l'a déjà vu sur la vidéo sur le business nucléaire de la Russie avec l'Occident. Mais le Niger, il a aussi quelques mines d'or et de modestes réserves de pétrole. C'est toujours ça de prix. Surtout qu'en 2023, Niamey avait prévu de multiplier sa production de pétrole par 5. Bref, si le putsch va jusqu'à son terme, Wagner aura réussi à bien tirer son épingle du jeu. Mais en vrai, c'est pas la préoccupation principale de la junte militaire nigérienne. La menace d'une intervention armée de la CEDEAO, elle est réelle. Coup d'État au Niger. Une intervention militaire serait une déclaration de guerre, menace les Burkina Faso et le Mali. La position des putschistes, elle se rigidifie. L'Algérie, qui partage une frontière avec le Niger, craint un embrasement du conflit et s'oppose à une intervention militaire. La CEDEAO, elle, continue de faire pression sur la junte militaire de Tchiani. Elle a déjà déployé une force en attente. Et alors, elle attend quoi précisément? Mais tout simplement le feu vert. Pour l'instant, la CEDEAO a décalé la prochaine réunion de défense à jeudi, c'est-à-dire demain, au jour de la publication de cette vidéo. On verra ce que les pays membres décideront de faire. En attendant, le Niger cherche de nouveaux alliés. Coup d'État au Niger. La junte demande un soutien à la Guinée lors d'une visite à Conakry. Promis, on te tiendra au courant de l'évolution du conflit. Maintenant, c'est à ton tour de nous dire ce que t'en penses. Est-ce que la CEDEAO parviendra à rétablir la démocratie au Niger? Et si oui, par la force ou par le dialogue? On attend de lire ta réponse dans les commentaires. On espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, lâche un like, partage et surtout abonne-toi. Nous, on te dit à bientôt pour plus d'actu internationales. Peace out.